France traduction française. Introduction. Je rends le plus grand respect, égal à ma vie, aux trois joyaux. Je rends hommage avec révérence et dévotion aux vénérables et exprime mon plus grand respect à tous les auditeurs. Paramatadama. Partie 1. J'ai expliqué à propos de l'esprit, citta, qui apparaît et cesse, servant de condition pour que les cittas suivants apparaissent continuellement jusqu'à la conscience déterminant, Votapana citta. Ce citta a la fonction de déterminer si le citta suivant sera malsain, akusala, ou sain, kusala, basé sur le karma accompli dans le passé. Ce citta malsain ou sain apparaît consécutivement cette fois. Le citta final cesse, servant de condition pour que la conscience enregistrante, Tadaramana, suivante reçoive l'objet. Le citta du courant de vie, Bhavanga, est coupé. Le processus de la porte de l'esprit, Manodvara, se produit. Et le corps, Rupa, cesse lorsque le citta est apparu 17 fois. Ce que j'ai décrit ici est l'un des 6 types de processus de pensée, Viti. Je vais faire une pause ici pour le moment. Je crois que beaucoup d'entre vous ont des doutes. Certains peuvent avoir des questions, tandis que d'autres non. Par conséquent, j'expliquerai le citta, conscience, le cetasika, facteurs mentaux, et le rupa, matière, pour une meilleure compréhension. Paramatadama fait référence aux réalités ultimes qui existent véritablement. Tout le reste est simplement des désignations conventionnelles pour la communication et la classification. Dans le monde, il n'y a que 121 types de citta, 52 cetasika et 28 rupas incluant le rupa externe. Veuillez noter que le rupa interne fait référence à la matière dans notre corps, tandis que le rupa externe fait référence aux autres êtres et à la nature en dehors de nous-mêmes. Chaque objet, grand ou petit, consiste en 13 rupas, les 8 rupas inséparables, Avinibhoga Rupa, avec les 4 caractéristiques, Lakkhana Rupa, et l'espace, Akasa. Citta et cetasika apparaissent et cessent ensemble. Citta connaît seulement l'objet, Aramana, et rien d'autre. Cetasika connaît également l'objet comme citta, mais il réagit selon sa nature individuelle. Par conséquent, la colère, l'amour, la haine, l'avarice, etc. sont des fonctions de cetasika, que nous identifions par erreur comme étant le soi. Quant à la manière dont les 5 consciences sensorielles apparaissent, je l'ai déjà expliqué. La conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative et tactile sont des cittas résultants, vipaka citta, qui apparaissent. Leur cessation sert de cause et condition pour que le citta suivant reçoive l'objet, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la conscience investigatrice, Santirana citta, apparaisse. Cette cessation devient une cause et condition pour que la conscience déterminante, Votapana citta, juge l'objet comme malsain ou sain. Ce citta apparaît et cesse ensuite cette fois dans le processus javana, qui produit des résultats kamiques pour le futur. Ainsi, la conscience résultante, Vipaka citta, apparaît d'abord, servant de cause et condition pour qu'un citta malsain ou sain apparaisse, qui à son tour devient une condition pour une future conscience résultante. Donc, en bref, Vipaka est la cause et condition pour l'existence du citta malsain ou sain, et le citta malsain, sain est la cause et condition pour le futur Vipaka. On peut dire que Vipaka est la cause et condition pour le kama, et le kama est la cause et condition pour Vipaka, cyclant sans fin sans commencement ni fin. À ce stade, aucun être ou personne n'est vu, seules des causes et conditions sont observées. Les actions malsaines et saines sont le kama. D'une vie à l'autre, seul Vipaka, le résultat du kama passé, continue. Dans cette vie, Vipaka sert de cause et condition pour accomplir de bons ou mauvais kamas, qui deviennent alors une cause et condition pour le futur Vipaka. Par conséquent, la loi du kama et de son fruit opère en conséquence. Tout ce que nous expérimentons dans cette vie est uniquement le résultat de kama malsain ou sain passé. Personne ne crée cela pour nous. Pourquoi avons-nous des conflits avec les autres? Considérez que tous les problèmes dans le monde surgissent de causes et conditions. Les actions malsaines et saines, ainsi que leurs résultats, sont tous dus à des causes passées. Par exemple, trébucher sur une pierre a ses causes et conditions du passé. De même, tomber soudainement malade après avoir mangé est aussi un vipaka. Nous sommes conscients de certains vipakas, comme le moment présent, mais nous ne pouvons pas tous les connaître.
À tout moment, nous expérimentons vipaka et accomplissons kama, malsain ou sain, sans nous en rendre compte parce que ces processus sont trop subtils. Quant aux autres, ils ont également leur propre kama. Les conflits avec nous font partie de leur kama, menant à des disputes. Par conséquent, de tels conflits sont le résultat de notre kama malsain passé mûrissant dans cette vie. Parfois, en raison de la puissance d'un fort kama malsain, des événements sans rapport peuvent survenir, comme être frappé par une tuile tombante et mourir, ou être touché par une balle perdue d'un voleur ou d'une autre personne, menant à la mort sans le savoir. Pourquoi cela arrive-t-il? Je vais maintenant expliquer le rupa. Dans notre corps, il y a 13 rupas, tout comme les rupas externes, sans aucun espace entre les objets. Par conséquent, nous les êtres différons de la nature inanimée seulement par le fait que nous avons la conscience. À part cela, nous sommes comme tous les autres phénomènes naturels. Nous pouvons dire qu'une partie de nous-mêmes est le monde. Se connaître clairement signifie connaître le monde clairement. Il y a 28 rupas au total. Parmi eux, les 13 rupas trouvés dans toutes les choses sont 1. Patavi, élément terre, pas la terre que nous voyons. 2. Vayo, élément air. 3. Tero, élément feu. 4. Apo, élément eau. 5. Vana, couleur. 6. Ganda, odeur. 7. Rasa, goût. 8. Aura, essence nutritive. Ces 8 sont appelés rupas inséparables. Aviniboga rupa, ils ne peuvent être séparés et apparaissent et cessent ensemble. 9. Parikeda, espace akasa, et les 4 rupas caractéristiques, Lakana rupa, Upakaya rupa, production initiale, 10. Santati rupa, continuité, 11. Jarata rupa, décrépitude, 12. Anikata rupa, impermanence, 13. Considérez que tous les rupas ont les caractéristiques d'apparition, de développement, de décrépitude et de cessation. Comme je l'ai mentionné, ces 13 rupas existent dans tous les phénomènes naturels, vivants et non vivants. Par conséquent, toutes les choses doivent posséder ces 4 caractéristiques. Si on demande, y a-t-il du feu dans l'eau? Certains étudiants qui n'ont pas réfléchi pourraient dire, non. Mais quand on dit, oui, ils se souviennent que les 8 rupas inséparables ne peuvent être séparés, et réalisent ainsi que l'eau contient bien l'élément feu. J'ai également posté des questions pour la contemplation basée sur les enseignements du Bouddha. 1. Pour les êtres sans forme, arupa, qui ont les 5 agrégats comme nous, pourquoi ne pouvons-nous pas les voir? 2. Tous les Bouddhas peuvent se souvenir de toute leur vie passée. Quelles causes et conditions leur permettent de se souvenir de chaque vie? J'expliquerai, et vous comprendrez. J'expliquerai, et vous comprendrez peut-être immédiatement, ou peut-être que certains amis du Dhamma savent déjà mais n'ont pas répondu. L'eau contient du feu. L'eau que nous consommons quotidiennement contient du feu. Cependant, parce que parmi les 8 rupas, l'eau a une portion dominante, nous ne percevons que l'eau, causant que les autres éléments restent invisibles. De même, le feu contient de l'eau, mais parce que la portion feu est trop dominante, nous ne pouvons pas percevoir l'eau. Quant aux êtres sans forme avec 5 agrégats comme les devas, péta et esprit, ils ont une portion prédominante de l'élément air, vayodhatu, les rendant invisibles. D'autres rupas avec de la couleur ont plus d'éléments couleur, l'objet dur ont plus d'éléments terre, les liquides ont plus d'éléments eau, etc. Les rupas aux 5 portes sensorielles, qui servent de condition pour que la conscience apparaisse selon chaque porte sensorielle, sont appelés dasaka kalapa, unité des cuples. Ceci consiste en les 8 rupas inséparables, la faculté de vie, jivitindriya, et le rupa de base, sensoriel, pasada rupa, correspondant à chaque porte, sensibilité oculaire, sensibilité auditive, sensibilité olfactive, sensibilité gustative et sensibilité corporelle. La conscience qui apparaît à chaque porte sensorielle, connue comme conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative et tactile, est sita accompagnée de cette cétasikas universelle. Ces 7 sons, phasa, contact, vedana, sensation, sanya, perception, cetana, volition, ekagata, concentration, jivitindriya, faculté de vie, et manasikara, attention. Ces 5 consciences, accompagnées de cette cétasika constituent les 5 agrégats.
Le citta accompagné de ces 7 cetasika est le khandha vijnana, agrégat de conscience. Sanya est le khandha sanya, agrégat de perception. Vedana est le khandha vedana, agrégat de sensation. Phassa, Cetana et Ekagata forment ensemble le khandha sankara, agrégat de formation mentale. Les rupas tels que la couleur, le son, l'odeur, le goût et les objets tangibles constituent le khandha rupa, agrégat de forme. Ces 5 agrégats cessent, donnant naissance à la conscience de réception, patisandi citta, qui reçoit l'objet. Ce citta est accompagné de 10 cetasika, phassa, vedana, sanya, cetana, ekagata, jivitindriya, manasikara, vitaka, application initiale, vikara, application soutenue et adhimokkha, décision. Ce citta cesse et sert de cause et condition pour que la conscience investigatrice, santirana citta, apparaisse et examine l'objet. Ce citta cesse et devient une cause et condition pour que la conscience déterminante, votapana citta, apparaisse, reçoive l'objet et détermine si un citta malsain ou sain apparaîtra. Ce citta apparaît et cesse ensuite cette fois selon les conditions, dans le processus javana. Le citta javana cesse et sert de cause et condition pour que la conscience enregistrante, tadaramana, apparaisse et reçoive l'objet. Il apparaît et cesse 2 fois avant de retomber dans bhavanga. Rupa cesse également lorsque citta est apparu et a cessé 17 fois. Ainsi, il y a 5 processus de pensée externe et un processus interne. Les cittas qui apparaissent à chaque porte sensorielle accomplissent des fonctions différentes et ne peuvent être confondus. Jusqu'ici, aucun être ou personne n'est vu, seules des causes et conditions qui donnent naissance à 6 types de cittas avec des fonctions différentes, citta qui voit, citta qui entend, citta qui sent, citta qui goûte et citta qui touche. Si nous pensons que citta est, nous, alors nous avons 5 qui accomplissent des fonctions externes et un qui reçoit les objets en interne. Par conséquent, il n'y a ni être ni personne, seulement ces 6 dhammas avec des causes et conditions qui apparaissent et cessent sans fin depuis le passé sans commencement à travers le présent dans le futur sans fin. Il y a encore beaucoup plus à couvrir. Je n'ai pas encore expliqué à propos de l'orange. Veuillez noter que les 5 portes sensorielles ne peuvent opérer simultanément. Si la porte de l'œil est active, les autres portes ne peuvent l'être. À ce stade, que voyons-nous en résumé? Nous voyons que tous les dhammas ont des causes et conditions. Sans ko, les dhammas cessent. Avec ko, les dhammas apparaissent. Comme le Bouddha a enseigné, nous arrivons au citta malsain et sain, avançant ou reculant, utilisant le principe que tous les dhammas ont des causes et conditions. Tous les dhammas apparaissent et cessent, aucun dhamma n'existe qui n'apparaît et ne cesse. Ils apparaissent et cessent selon la loi naturelle, ils sont impermanents. Puisqu'ils sont impermanents, ils sont insatisfaisants. Pourquoi l'impermanent est-il insatisfaisant? Parce que quand le plaisir se transforme soudainement en douleur, le plaisir dure très peu de temps, tandis que la douleur dure plus longtemps. Nous rencontrons cela dans la vie quotidienne. La souffrance surgit de causes et conditions qui sont impermanentes. Cette souffrance n'a pas de créateur, elle est non-soi. Par conséquent, tous les dhammas qui ont des causes et conditions mènent à la formule anikam, dukam, anatta, impermanent, insatisfaisant, non-soi, comme enseigné par le Bouddha. Nous voyons tous les dhammas interconnectés, continuant de l'un à l'autre sans fin. Comme l'eau de l'océan chauffée par le soleil servant de condition pour que la vapeur apparaisse, la vapeur servant de condition pour que les nuages se forment, les nuages servant de condition pour que la pluie tombe, la pluie servant de condition pour que les ruisseaux coulent, les ruisseaux servant de condition pour que les rivières coulent, les rivières servant de condition pour que l'océan se forme, l'océan servant de condition pour que la vapeur apparaisse à nouveau. C'est l'enseignement du Bouddha, ceci existe, cela existe. Je m'arrêterai ici car c'est devenu très long. Quant au cetasika que j'ai mentionné mais n'est pas expliqué en détail, je présenterai tous les 52 dans le futur avec les processus de pensée. La prochaine fois, je continuerai avec le citta malsain et sain, quelles sont leurs causes et conditions. Les réponses peuvent être nombreuses, mais une seule mène à la destination. Comme la pluie servant de condition pour que les cultures poussent bien, et beaucoup d'autres exemples. Je rends respectueusement hommage et prends congé.
Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une question assez fondamentale. De quoi est faite la réalité? Et notre conscience, au fond, c'est quoi? Pour nous guider, on a un texte à la perspective, disons, assez radicale. Il s'intitule « Le cycle infini du Paramattha Dhamma ». L'idée, c'est de tout décomposer pour voir comment ça fonctionne. Et le postulat de départ est un peu vertigineux. Et si chaque pensée, chaque sensation n'était en fait qu'une série d'événements impersonnels, une réaction en chaîne ultra rapide qui se déroule sans personne aux commandes? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Oui, c'est une vision du monde qui bouscule pas mal de nos certitudes. Le point de départ du texte, c'est de dire qu'au fond, il n'existe que 3 types de réalités ultimes. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, se résume à ça. D'un côté, il y a la matière, qu'on appelle rupa, et de l'autre, le domaine de l'esprit, qui est lui-même divisé en 2. D'accord. Il y a la conscience pure, le citta, et puis il y a les facteurs mentaux qui l'accompagnent, les cétasikas. Selon cette analyse, tout le reste, nos noms, nos métiers, notre statut social, ce ne sont que des conventions, des étiquettes. Alors, commençons par l'esprit, si vous voulez bien. Cette distinction entre la conscience pure, citta, et les facteurs mentaux, les cétasikas, elle n'est pas évidente. Pour moi, ma conscience est en colère, ou elle est joyeuse. Comment est-ce que le texte sépare les deux? C'est vraiment le cœur du sujet. Imaginez que la conscience, le chitta, c'est comme un écran de cinéma, un écran blanc. Sa seule fonction, c'est de permettre à une image d'apparaître. Il ne fait que connaître la présence de quelque chose, de façon totalement neutre. D'accord, un simple récepteur. Exactement. Maintenant, les cétasikas, les facteurs mentaux, ce sont les couleurs, les formes, les émotions. C'est le film qui est projeté sur l'écran. Ce sont eux qui vont dire « j'aime »,« je n'aime pas »,« c'est beau »,« c'est menaçant ». Et le texte insiste sur un point crucial. L'écran et l'image apparaissent et disparaissent toujours en même temps. Ils sont inséparables. Mais ils n'ont pas le même rôle. Voilà. L'erreur qu'on fait, selon cette perspective, c'est de croire qu'on est les couleurs sur l'écran. On s'identifie à la colère, à l'amour, alors qu'il ne s'agirait que de phénomènes conditionnés qui passent. Ah, l'analogie est très parlante. Le citta serait comme un texto brut, et les cittachikas seraient les émojis, la ponctuation, les majuscules qui donnent tout le ton émotionnel. Et on a tendance à ne réagir qu'aux émojis en oubliant que le message de base est neutre. C'est une excellente image. C'est précisément là que résiderait notre confusion. On prend l'émoji pour le message tout entier et pour l'expéditeur aussi. D'accord, donc si ces états mentaux, ces émojis, ne sont pas vraiment nous, et qui ne font qu'apparaître, la question c'est qu'est-ce qui les déclenche? C'est quoi le moteur? On touche là au deuxième grand concept du texte, la loi de cause à effet. Le fameux couple Kama et Vipaka. Le texte décrit ça comme une boucle sans fin. Le Vipaka, c'est le résultat d'une action passée. C'est ce qu'on vit maintenant. Une sensation agréable, une rencontre difficile. Oui, voilà. Mais cette expérience, ce Vipaka, devient immédiatement la condition qui va déclencher une nouvelle action mentale, le karma. Si l'expérience est agréable, on va peut-être s'y attacher, en vouloir plus. Si elle est désagréable, on va la rejeter. Et cette nouvelle action mentale, ce karma, plante une graine pour un futur Vipaka. C'est un cycle qui s'auto-alimente. Donc si je suis la logique, un conflit que j'ai avec quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas juste lié à la conversation qu'on vient d'avoir. Cette perspective suggère que c'est le résultat d'une graine que j'ai moi-même plantée il y a longtemps et qui arrive à maturité maintenant. C'est exactement ça. Et l'analyse va même plus loin. Ce n'est pas seulement notre karma à nous qui mûrit. La personne en face de nous vit, au même instant, la maturation de son propre karma. Ah oui, d'accord. La situation de conflit est le point de rencontre de 2 trajectoires karmiques. Il n'y a donc plus cette vision simpliste d'un agresseur et d'une victime. Il y a juste 2 processus impersonnels qui s'entrecroisent. La source est formelle là-dessus. Personne ne crée cela pour nous. Je peux suivre le raisonnement pour des interactions humaines, ça a une certaine logique psychologique, mais le texte pousse ça beaucoup plus loin. Avec des exemples qui semblent, pour nous, purement aléatoires. Je pense à celui de la tuile qui tombe d'un toit et tue quelqu'un. Oui, et c'est sans doute le point le plus difficile à accepter pour un esprit moderne. Trébucher sur une pierre, gagner au loto ou être frappé par une tuile. Pour nous, c'est un accident, de la chance, de la malchance. Bien sûr. Karma, particulièrement puissante. Attendez, là il faut qu'on s'arrête une seconde. Parce que ça peut très facilement être interprété comme une façon de blâmer la victime.
Si une tuile vous tombe dessus, c'est de votre faute. C'est une idée très dérangeante. Est-ce que le texte aborde cette implication ? C'est une objection tout à fait légitime. Le texte ne l'aborde pas de front, mais il faut comprendre son objectif. Le but n'est pas d'établir une justice morale ou de distribuer des blâmes. Le but de cette analyse, c'est de nous faire changer complètement de point de vue. De passer de la question « qui est le coupable ?» à la question « quel est le processus en cours ?» D'accord. En affirmant que tout est le résultat de causes et de conditions, le texte tente d'éliminer la notion même d'un « quelqu'un à blâmer », y compris soi-même. Il conclut cette section en disant « à ce stade, on ne voit aucun être ou personne, on n'observe que des causes et des conditions ». C'est un outil pour dépersonnaliser l'expérience. Je comprends mieux l'intention, même si, oui, le concept reste ardu. On a couvert le côté mental, cette boucle de cause à effet, mais on vit dans un monde physique, tangible. Comment cette vision des processus impersonnels s'applique à quelque chose de solide, comme la table devant moi ? On entre alors dans le domaine de la matière, le rupa, et pour nous y rentrer, le texte pose une question qui a l'air d'une énigme. Y a-t-il du feu dans l'eau ? Intuitivement, je dirais non. Ce sont des opposés, non ? Et pourtant, la réponse du texte est oui. Pour comprendre, il faut regarder ce qu'il appelle les 8 rupas inséparables. Ce sont les briques fondamentales de toute matière. Il y a les 4 grands éléments qui sont vus comme des qualités, la terre pour la solidité, l'eau pour la cohésion, le feu pour la température et l'air pour le mouvement. À cela s'ajoute la couleur, l'odeur, le goût et ce qu'il appelle l'essence nutritive. D'accord, 8 briques de base. Voilà. Et le point clé, c'est que ces 8 éléments sont toujours présents ensemble dans la plus petite particule de matière. Toujours. Donc, si je comprends bien, quand je vois de l'eau, je ne perçois pas que l'élément eau. C'est juste que la qualité de cohésion est tellement dominante que mes sens ne captent que ça. Mais les 7 autres qualités, y compris la température, donc le feu, et la solidité, la terre, sont bien là, à un niveau subtil. C'est exactement ça. La prédominance d'un élément masque les autres. C'est un principe qui permet d'ailleurs au texte d'expliquer d'autres phénomènes, comme l'invisibilité de certains êtres, les devas ou esprits. Ils seraient constitués des mêmes 8 éléments que nous, mais avec une prédominance de l'élément air, ce qui les rendrait imperceptibles. C'est fascinant. Et pour renforcer cette idée de fluidité, le texte ajoute que toute matière possède aussi 4 phases. Une phase d'apparition, de développement, de déclin et de cessation. Rien n'est jamais statique. Donc même la matière la plus solide est en réalité un processus en flux constant. Et qu'en est-il de la conscience ? On a dit qu'elle apparaissait et disparaissait. Est-ce que le texte est aussi précis sur sa mécanique ? Oh oui, peut-être même plus. C'est là que l'analyse devient microscopique. Le texte décompose ce qui se passe pendant une seule perception. Disons, le fait de voir une couleur. C'est une séquence d'une rapidité foudroyante. Tout commence par le contact entre l'œil et l'objet. Immédiatement, une conscience visuelle apparaît. Juste après, une autre conscience reçoit l'information. Puis, une autre investigue. Et ensuite vient un moment critique, appelé Votapana, la conscience qui détermine. Attendez, toute cette chaîne de commandement mental juste pour voir quelque chose ? Ça se produit en ce moment même alors que je regarde autour de moi ? C'est absolument vertigineux. Et le karma, l'action qui crée le futur, il se place où dans cette séquence éclair ? Il arrive juste après ce moment de détermination. Une fois que l'objet est identifié, une rafale de 7 moments de conscience identiques, les jhavanas, déferle. Et c'est durant cette rafale que la réaction mentale a lieu. Soit elle est saine et bénéfique, kusala, soit elle est malsaine et néfaste, akusala. C'est là et seulement là que la graine du karma est plantée. C'est un peu comme un programme informatique. Le contact avec l'objet, c'est le clic. La chaîne de réception et d'investigation, c'est le code qui s'exécute en arrière-plan. Et les jhavanas, c'est le moment où le programme enregistre un nouveau fichier sur le disque dur, créant une trace pour l'avenir. L'analogie est parfaite. Et la conclusion de cette analyse est implacable. Le programme tourne tout seul, il n'y a pas d'utilisateur conscient qui décide de cliquer, d'analyser ou d'enregistrer. C'est un processus automatique. Le texte le martèle, il n'y a pas d'être ou de personne, seulement ces phénomènes avec leurs causes et conditions. D'accord. Essayons de rassembler tous les morceaux. On a des composants mentaux et physiques qui sont des processus en flux. Tout ça est animé par un cycle de cause à effet, le karma, et tout se déroule de manière automatique.
Si on accepte cette vision du monde, quelles sont les grandes conclusions? Qu'est-ce que ça change au final? Ça mène à ce que le texte présente comme les 3 caractéristiques de toute existence. Premièrement, puisque tout apparaît et disparaît, tout est impermanent, anicam, rien ne dure. Logique. Deuxièmement, tout est intrinsèquement insatisfaisant ou source de tension, dukkam. Là-dessus, je voudrais une précision. Ça ne veut pas dire que tout est douleur et souffrance, n'est-ce pas? Ça inclut aussi le plaisir. Absolument. C'est un point très important. Le concept de dukkam est plus subtil. Il signifie que même l'expérience la plus agréable est insatisfaisante au final, précisément parce qu'elle est impermanente. S'y attacher, c'est se préparer à la frustration de sa disparition. Je vois. Et la troisième conclusion, qui est sans doute la plus radicale, C'est que tout est dépourvu de soi ou d'essence propre, anatta. Si notre expérience n'est qu'un assemblage de processus impersonnels, où se trouve le moi permanent, le pilote dans l'avion? Selon cette analyse, il n'y en a pas. Pour illustrer ça, le texte utilise une très belle image. l'analogie du cycle de l'eau. Exactement. L'eau de l'océan s'évapore et devient nuage. Les nuages donnent la pluie. La pluie forme les rivières qui retournent à l'océan. Le cycle recommence, sans qu'on puisse identifier un début, une fin ou une goutte d'eau qui resterait la même tout du long. C'est un flux. Le cycle de la conscience et de la matière fonctionnerait sur ce même principe. En résumé, ce que cette source nous propose, c'est un changement de paradigme complet. Il s'agit de voir la réalité non plus comme une collection d'objets fixes, mais comme un océan de processus. Nos émotions ne sont plus les nôtres, mais des vagues. Et la matière elle-même n'est qu'une danse de qualité. C'est ça. Le véritable enjeu, tel que présenté dans ce texte, est de passer du récit personnel « voici mon histoire, ce qui m'arrive » à la perception de la mécanique impersonnelle de la réalité « voici des causes qui produisent des effets ». C'est un saut conceptuel énorme. Le texte se termine sur une note à la fois humble et vertigineuse, en disant qu'après toute cette analyse, il n'a même pas encore commencé à expliquer ce qu'est une simple orange. Alors je laisse cette pensée en suspens. Si l'on considère que chaque objet de notre quotidien, aussi banal qu'une orange, est en fait le théâtre de tous ces processus, des éléments inséparables, un flux constant d'apparition et de disparition, comment cela pourrait-il changer notre manière de voir le monde qui nous entoure ?